Bonsoir et bienvenue sur D8 d'un voyage au bout de la nuit. Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux d'une comédienne? Ou bien, est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse d'un comédien? Je crois que je ne vous le souhaite pas. Mais en tout cas, je vais vous lire ce soir Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Et ce Capitaine Fracasse va tomber amoureux d'une comédienne et rejoindre la troupe des comédiens. Et donc devenir comédien, alors que c'est un noble qui vit dans les Landes. Vive les Landes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN, comme d'habitude. Et donc, ça commence par le chapitre 1, forcément. Et ce chapitre 1 s'appelle « Le château de la misère ». Sur le revers d'une de ces collines décharnées qui bossuent les Landes, entre Dax et Mont-de-Marsan, s'élevait sous le règne de Louis XIII une de ces gentilhommières si communes en Gascogne et que les villageois décorent du nom de château. Deux tours rondes, coiffées de toits en été noir, flanquaient les angles d'un bâtiment, sur la façade duquel deux rainures profondément entaillées trahissaient l'existence primitive d'un pont-levis réduit à l'état de sinécure par le nivelage du fossé et donnaient au manoir un aspect assez féodal avec leurs échauguettes en poivrière et leurs girouettes à queue d'aronde. Une nappe de lierre enveloppant à demi l'une des tours tranchait heureusement par son vert sombre sur le ton gris de la pierre déjà vieille à cette époque. Le voyageur, qui eut aperçu de loin le castel dessinant ses feuilletages pointus sur le ciel, au-dessus des genêts et des bruyères, l'eût jugé une demeure convenable pour un hobereau de province. Mais, en approchant, son avis se fut modifié. Le chemin qui menait de la route à l'habitation s'était réduit. Par l'envahissement de la mousse et des végétations parasites, à un étroit sentier blanc semblable à un galon terni sur un manteau râpé. Deux ornières remplies d'eau de pluie et habitées par des grenouilles témoignaient qu'anciennement des voitures avaient passé par là. Mais la sécurité de ces batraciens montrait une longue possession et la certitude de n'être pas dérangés. Sur la bande, frayée à travers les mauvaises herbes et détrempée par une averse récente, on ne voyait aucune empreinte de pas humain. Et les brindilles de broussailles, chargées de gouttelettes brillantes, ne paraissaient pas avoir été écartées depuis longtemps. De larges plaques de lèpre jaune marbraient les tuiles brunies et désordonnées des toits, dont les chevrons pourris avaient cédé par place. La rouille empêchait de tourner les girouettes qui indiquaient toutes un vent différent. Les lucarnes étaient bouchées par des volets de bois déjetés et fendus. Des pierrailles remplissaient les barbacanes des tours. Sur les 12 fenêtres de la façade, il y en avait 8 barrées par des planches. Les 2 autres montraient des vitres bouillonnées, tremblant à la moindre pression de la bise dans leur réseau de plomb. Entre ces fenêtres, le crépi, tombé par écailles comme les squames d'une peau malade, mettait à nu des briques disjointes, des moellons effrités aux pernicieuses influences de la lune. La porte, encadrée d'un linteau de pierre dont les rugosités régulières indiquaient une ancienne ornementation émoussée par le temps et l'incurie, était surmontée d'un blason fruste que le plus habile héros d'armes eût été impuissant à déchiffrer et dont les lambrequins se contournaient fantasquement, non sans de nombreuses solutions de continuité. Les vantaux de la porte offraient encore, vers le haut, quelques restes de peinture sang de bœuf et semblaient rougir de leur état de délabrement. Des clous à tête de diamant contenaient leurs haies fendillées et formaient des symétries interrompues çà et là. Un seul battant s'ouvrait
et suffisait à la circulation des hôtes, évidemment peu nombreux du Castel, et contre le jambage de la porte s'appuyait une roue démantelée et tombant en javel, dernier débris d'un carrosse défunt sous le règne précédent. Des nids d'hirondelles oblitéraient le faîte des cheminées et les angles des fenêtres, et sans un mince filet de fumée qui sortait d'un tuyau de briques et se tortillait en vrille, comme dans ces dessins de maison que les écoliers griffonnent sur la marge de leurs livres de classe, on aurait pu croire le logis inhabité. Maigre devait être la cuisine qui se préparait à ce foyer, car un soudard avec sa pipe eût produit des flocons plus épais. C'était le seul signe de vie que donna la maison, comme ces mourants dont l'existence ne se révèle que par la vapeur de leur souffle. En poussant le ventail mobile de la porte, qui ne cédait pas sans protester et tournait avec une évidente mauvaise humeur sur ses gonds oxydés et criards, on se trouvait sous une espèce de voûte ogivale plus ancienne que le reste du logis et divisée par 4 boudins de granit bleuâtre se rencontrant à leur point d'intersection à une pierre en saillie où se revoyaient un peu moins dégradées les armoiries sculptées à l'extérieur, 3 cigognes d'or sur le champ d'azur, ou quelque chose d'analogue, car l'ombre de la voûte ne permettait pas de les bien distinguer. Dans le mur étaient scellés des éteignoirs en tôle noircie par les torches, et des anneaux de fer où s'attachaient autrefois les chevaux des visiteurs, événement bien rare aujourd'hui, à en croire la poussière qui les souillait. De ce porche, sous lequel s'ouvraient 2 portes, l'une conduisant aux appartements du rez-de-chaussée, l'autre à une salle qui avait pu jadis servir de salle des gardes, on débouchait dans une cour triste, nue et froide, entourée de hautes murailles rayées de longs filaments noirs par les pluies d'hiver. Dans les angles de la cour, parmi les gravats tombés des corniches ébréchées, poussaient l'ortie, la folle avoine et la ciguë, et les pavés étaient encadrés d'herbes vertes. Au fond, une rampe côtoyée de garde-fous en pierre ornée de boules surmontées de pointes menait à un jardin situé en contrebas de la cour. Les marches rompues et disjointes faisaient bascule sous le pied où n'étaient retenus que par les filaments des mousses et des plantes pariétaires. Sur l'appui de la terrasse avaient cru des joubardes, des ravenelles et des artichauts sauvages. Quant au jardin lui-même, il retournait doucement à l'état de hallier ou de forêt vierge, à l'exception d'un carré où se pommelaient quelques choux aux feuilles veinées et vert de grisé, et qu'étoilaient des soleils d'or au cœur noir, dont la présence témoignait d'une sorte de culture. La nature reprenait ses droits sur cet espace abandonné et en effaçait les traces du travail de l'homme qu'elle semble aimer à faire disparaître. Les arbres non taillés projetaient en tous sens des branches gourmandes. Les buis, destinés à marquer le dessin des bordures et des allées, étaient devenus des arbustes, ne subissant plus le ciseau depuis de longues années. Des graines apportées par le vent avaient germé au hasard et se développaient avec cette robustesse vivace, particulière aux mauvaises herbes, à la place qu'avaient occupée les jolies fleurs et les plantes rares. Les ronces, aux ergots épineux, se croisaient d'un bord à l'autre des sentiers et vous accrochaient au passage pour vous empêcher d'aller plus loin et vous dérober ce mystère de tristesse et de désolation. La solitude n'aime pas être surprise en déshabillé et sème autour d'elle toutes sortes d'obstacles. Pourtant, si l'on eût persisté, sans redouter les égratignures des broussailles et les soufflets des branches, à suivre jusqu'au bout l'antique allée devenue plus obstruée et plus touffue qu'une sente dans les bois, on serait arrivé à une espèce de niche de rocaille figurant un antre rustique.
Aux plantes semées jadis entre l'interstice des roches, telles qu'iris, glaïeul, lierre noir, il s'en était ajouté d'autres, persicaires, scolopendres, lambruches sauvages, qui pendaient comme des barbes et voilaient à demi une statue de marbre représentant une divinité mythologique, Flore ou Pomone, laquelle avait dû être fort galante en son temps et faire honneur à l'ouvrier, mais qui était camarade comme la mort, ayant le nez cassé. La pauvre déesse portait en sa corbeille, au lieu de fleurs, des champignons moisis et d'aspect vénéneux. Elle-même semblait avoir été empoisonnée, car des taches de mousse brune tigraient son corps jadis si blanc. À ses pieds, croupissait, sous une couche verte de lentilles d'eau dans une conque de pierre, une flaque brune, résidu des pluies, car le mufle de lion qu'on pouvait encore discerner au besoin ne vomissait plus d'eau, n'en recevant pas des conduits bouchés ou détruits. Ce cabinet grotesque, comme on disait alors, témoignait, tout ruiné qu'il était, d'une certaine aisance disparue et du goût pour les arts des anciens possesseurs du Castel. Convenablement décrassée et restaurée, la statue eût laissé voir le style florentin de la Renaissance à la manière des sculpteurs italiens venus en France à la suite de Maître Roux ou du Prix Matisse, époque probable des splendeurs de la famille maintenant déchue. La grotte s'appuyait à une muraille verdie et salpêtrée où s'entrecroisaient encore des restes de treillage rompus et destinés sans doute à masquer les parois du mur lors de sa construction sous un rideau de plantes grimpantes et feuillues. Cette muraille, à peine visible à travers les frondaisons désordonnées des arbres démesurément grandis, fermait le jardin de ce côté. Au-delà s'étendait la lande avec son horizon triste et bas, pommelé de bruyères. En revenant vers le Castel, on apercevait la façade opposée plus ravagée et plus dégradée que celle qui vient d'être décrite. Les derniers maîtres ayant tâché de garder au moins l'apparence et concentrer leurs faibles ressources sur ce côté. Dans l'écurie, où 20 chevaux eussent pu tenir à l'aise, un maigre bidet, dont la croupe saillait en protubérances osseuses, tirait d'un râtelier vide quelques brins de paille du bout de ses dents jaunes et déchaussées, et de temps en temps tournait vers la porte un œil enchâssé dans une orbite au fond de laquelle les rats de Montfaucon n'eussent pas trouvé le plus léger atome de graisse. Au seuil du chenil, un chien unique, flottant dans sa peau trop large, où ses muscles détendus se dessinaient en lignes flasques, sommeillait le museau posé sur l'oreiller peu rembourré de ses pattes. Il paraissait tellement habitué à la solitude du lieu qu'il avait renoncé à toute surveillance et ne s'inquiétait point, comme les chiens, même assoupis, ont coutume de le faire au moindre bruit qui se fait entendre. Lorsqu'on voulait pénétrer dans l'habitation, on rencontrait un énorme escalier, à la rampe de bois taillée en balustre. Cet escalier n'avait que 2 paliers. Le logis, ne renfermant pas plus de 2 étages, il était en pierre jusqu'au premier, en briques et en bois à partir de là. Sur les murs, des grisailles dévorées par l'humidité semblaient avoir voulu simuler le relief d'une architecture richement ornée, avec les ressources du clair-obscur et de la perspective. On y devinait encore une suite d'Hercule terminée en gaine supportant une corniche à modillons, d'où partait, en s'arrondissant, un berceau de treillage festonné de pampres, laissant apercevoir un ciel passé de couleurs et géographié d'îles inconnues par l'infiltration des eaux de la pluie. Entre les Hercules, dans des niches peintes, se pavanaient des bustes d'empereurs romains et d'autres personnages illustres de l'histoire,
mais tout cela si vague, si fané, si détruit, si disparu, que c'était plutôt le spectre d'une peinture qu'une peinture réelle, et qu'il en faudrait parler avec des ombres de mots, les vocables ordinaires étant trop substantiels pour cela. Les échos de cette cage vide semblaient tout étonnés de répéter le bruit d'un pas. Une porte verte, dont la serge avait jauni et n'était plus retenue que par quelques clous dédorés, donnait passage dans une pièce qui avait pu servir de salle à manger au temps fabuleux où l'on mangeait dans ce logis désert. Une grosse poutre divisait le plafond en 2 compartiments, rayés de soliveau apparents, dont l'interstice avait été revêtu autrefois d'une couche de couleur bleue effacée par la poussière et les toiles d'araignée, que la tête de loup n'allait jamais troubler à cette hauteur. Au-dessus de la cheminée de forme antique, un massacre de cerfs, 10 corps épanouissait son bois, et le long des murailles grimaçaient sur les toiles rembrunies des portraits fumés représentant des capitaines cuirassés ayant leur casque à côté d'eux, ou tenus par un page et fixant sur vous des yeux profondément noirs, seuls vivant dans leurs figures mortes, des seigneurs en simarre de velours, la tête posée sur des rotondes roides d'empois, comme des chefs de Saint-Jean-Baptiste, sur des plats d'argent, des douairières en costume à la vieille mode, effrayantes de lividité et prenant par la décomposition des couleurs des apparences de striges, de lamis et d'empouses. Ces peintures, faites par des barbouilleurs de province, prenaient de la barbarie même du travail un aspect hétéroclite et formidable. Quelques-unes étaient sans cadre, d'autres avaient des bordures d'un or terni et rougi. Toutes portaient à leur angle le blason de la famille et l'âge du personnage représenté, mais que le chiffre fût bas ou élevé, il n'existait pas une différence bien appréciable entre ces têtes aux lumières jaunes, aux ombres carbonisées, enfumées de vernis et saupoudrées de poussière, 2 ou 3 de ces toiles chancies et couvertes d'une fleur de moisissure présentaient des tons de cadavres en décomposition et prouvaient, de la part du dernier descendant de ces hommes de race et d'épée, une indifférence complète à l'endroit des effigies et des nobles et de ces nobles aïeux. Le soir, cette galerie muette et immobile devait se transformer aux reflets incertains des lampes en une file de fantômes terrifiants et ridicules à la fois. Rien n'est plus triste que ces portraits oubliés dans ces chambres désertes, reproductions à demi effacées, elles-mêmes de forme depuis longtemps dissoutes sous terre. Tels qu'ils étaient, ces fantômes peints étaient des hôtes bien appropriés à la solitude désolée du logis. Des habitants réels eussent paru trop vivants pour cette maison morte. Au milieu de la salle figurait une table en poirier noirci, aux pieds tournés en spirale comme des colonnes salomoniques que les tarets avaient piquées de milliers de trous sans être troublés dans leur travail silencieux. Une fine couche grise sur laquelle le doigt eût pu tracer des caractères en couvrait la surface et montrait qu'on n'y mettait pas souvent le couvert. 2 dressoirs ou crédences de même matière, ornées de quelques sculptures et probablement achetées en même temps que la table à des époques plus heureuses, se faisaient pendant d'un côté de la salle à l'autre, des faïences égueulées, des verreries disparates et 2 ou 3 rustiques figurines de Bernard Palissy représentant des anguilles, des poissons, des crabes et des coquillages émaillés sur un fond de verdure garnissaient misérablement le vide des planches. 5 ou 6 chaises recouvertes de velours, qui avaient pu jadis être incarnadins,
mais que les années et l'usage rendaient d'un roux pisseux, laissaient échapper leurs bourres par les déchirures de l'étoffe et boitaient sur des pieds impairs comme des vers scazons ou des soudards éclopés s'en retournant chez eux après la bataille. À moins d'être un esprit, il n'eût point été prudent de s'y asseoir, et sans doute, ces sièges ne servaient que lorsque le conciliabule des ancêtres sortis de leur cadre venait prendre place à la table inoccupée et devant un souper imaginaire causaient entre eux de la décadence de la famille pendant les longues nuits d'hiver si favorables aux agapes de spectres. De cette salle, on pénétrait dans une autre un peu moins grande. Une de ces tapisseries de Flandre appelées verdure garnissait les murailles. Que ce mot tapisserie n'éveille en votre imagination aucune idée de luxe inopportun. Celle-ci était usée et limée, passée de ton. Les lais décousus faisaient sans hiatus et ne tenaient plus que par quelques fils et la force de l'habitude. Les arbres décolorés étaient jaunes d'un côté et bleus de l'autre. Le héron, debout sur une patte, au milieu des roseaux, avait considérablement souffert des mythes. La ferme flamande, avec son puits festonné de houblon, ne se discernait presque plus. Et de la figure blafarde du chasseur à la poursuite des Halbrans, la bouche rouge et l'œil noir, apparemment d'un meilleur teint que les autres nuances, avaient seuls conservé le coloris primitif, comme un cadavre à la pâleur de cire, dont on a vermillonné la bouche et ravivé les sourcils. L'air jouait entre le mur et le tissu détendu et lui imprimait des ondulations suspectes. Hamlet, prince du Danemark, s'il eût causé dans cette chambre, eût tiré son épée et piqué Polonius derrière la tapisserie en criant « Un rat !» 1000 petits bruits, imperceptibles chuchotements de la solitude qui rendent le silence plus sensible, inquiétaient l'oreille et l'esprit du visiteur assez hardi pour pénétrer jusque-là. Les souris, grignotaient faméliquement quelques bouts de laine à l'envers de la base lisse. Les vers râpaient le bois des poutres avec un bruit de lime sourde et l'horloge de la mort frappait l'heure sur les panneaux des boiseries. Quelquefois, un ais de meubles craquait inopinément comme si la solitude ennuyée étirait ses jointures et vous causait malgré vous un tressaillement nerveux. Un lit à colonnes en quenouille, fermé par des rideaux de brocatelle coupés à tous leurs plis et dont les ramages verts et blancs se confondaient dans une même teinte jaunâtre, occupait un coin de la pièce et l'on n'eût osé en relever les pentes de peur d'y trouver dans l'ombre quelques larves accroupies ou quelques formes roides dessinant sous la blancheur du drap un nez pointu, des pommettes osseuses, des mains jointes et des pieds placés comme ceux des statues allongées sur des tombeaux. Tant les choses faites pour l'homme et d'où l'homme est absent prennent vite un air surnaturel. On eût pu supposer aussi qu'une jeune princesse enchantée y reposait d'un sommeil séculaire, comme la Belle au bois dormant, mais les plis avaient une rigidité trop sinistre et trop mystérieuse pour cela, et s'opposaient à toute idée galante. Une table en bois noir avec des incrustations de cuivre qui se détachaient, un miroir trouble et louche dont le teint avait coulé, là de ne pas refléter de figure humaine, un fauteuil de tapisserie aux petits points, ouvrage de patience et de loisir mené à fin par quelque aïeul, mais qui ne laissait plus discerner que quelques fils d'argent parmi les soies et les laines déteintes complétaient l'ameublement de cette chambre à la rigueur habitable pour un homme qui n'eût craint ni les esprits ni les revenants.
Est-ce que vous avez des frissons comme moi? Ces descriptions de Théophile Gautier font froid dans le dos. Voilà, alors la description de ce château de la misère vous plaît-elle? En tout cas, je vous retrouve tout de suite pour continuer la suite de cette description. À tout de suite.